Merci beaucoup Isabelle et surtout un grand merci pour l'organisation de cette belle première journée de rencontre. Alors, lorsqu'on se plonge dans des documents historiques, lorsqu'on étudie une société du passé, lorsqu'on s'intéresse à sa culture et qu'on retrouve des textes qui décrivent un parfum à la mode, qui nous vantent les produits fabriqués par tel parfumeur très renommé en son temps, on ne peut qu'imaginer alors l'odeur de tous ces parfums. Mais grâce à la reconstitution, ce parfum peut renaître. Cependant, cette reconstitution n'a rien d'une évidence. Retrouver la recette d'un parfum ancien ne garantit en aucun cas de pouvoir le reconstituer. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on l'a dit d'ailleurs ce matin, que les formules de parfum deviennent suffisamment précises pour ne plus laisser de place à l'interprétation. Auparavant, la question de la reconstitution est bien plus délicate. L'objectif de mon intervention aujourd'hui sera de souligner toutes les difficultés que la reconstitution de parfums anciens soulève et comment il peut être possible d'y faire face à l'aide d'une charte de méthodologie scientifique. Alors tout d'abord, les difficultés qui sont nombreuses, qui se posent dans la reconstitution de parfums historiques ou de parfums anciens. Certaines époques ont davantage nourri les projets de reconstitution de parfums. L'Antiquité, sans doute, a été l'époque, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, qui a le plus inspiré de tels projets et qui continue à en inspirer de nouveaux. Alors, à titre d'exemple, je vais vous parler de différents projets de reconstitution qui ont été menés. On a cité ce matin et on a senti d'ailleurs le parfum royal qui a été reconstitué par Jean Kerléo à l'Osmothèque en 1996, je crois, d'après les écrits de Pline l'Ancien. Citons également le projet Ceplasia, à partir des travaux de Xavier Fernandez, qui a été mené au début des années 2010, sur lequel ont collaboré à la fois des chimistes et des archéologues pour reconstituer 6 parfums antiques, tels que le Sousinon, donc un parfum au lys, ou encore l'Irinon, un parfum à l'iris. Ce projet se basait sur les résultats de fouilles archéologiques, sur l'analyse de peintures antiques, sur l'étude de textes anciens et également sur l'analyse chimique de flacons qui contenaient des résidus de parfums. Pourtant, malgré la possibilité de croiser donc des sources de nature très différentes, des zones d'ombre perdurent, notamment en ce qui touche à l'identification botanique des matières premières. Pour pallier ces problèmes, l'équipe de ce projet a réalisé différents essais pour chacun de ces parfums, en modifiant par exemple les matières premières ou encore les techniques qui étaient employées. Ainsi, dans les différents essais pour la reconstitution du Sousinon, l'équipe a utilisé tantôt de l'huile de sésame ou encore de l'huile d'olive verte comme excipient. Différents essais ont aussi été réalisés avec les fleurs de lys en entier ou bien uniquement avec les pétales de ces fleurs. De même, la reconstitution de l'Irinon a donné lieu à plusieurs essais. L'équipe a modifié la quantité d'iris ou encore l'état du rhizome tel qu'il était utilisé, soit en poudre, broyé ou encore en morceaux. En effet, toutes ces indications n'étaient pas clairement précisées dans les sources qui étaient utilisées pour ces reconstitutions. Actuellement, d'autres laboratoires travaillent sur cette problématique de reconstitution des parfums antiques. Citons l'Académie des sciences de République tchèque à Prague, qui mène un projet dirigé par Sean Kuglin. Alors Sean Kuglin a déjà collaboré il y a quelques années avec d'autres scientifiques pour recréer l'eau de Cléopâtre. Et aujourd'hui, il dirige le projet Alchimie de parfum, qui a été lancé à l'automne 2021, donc très récemment, et qui a pour but de reconstituer 5 parfums de la période gréco-égyptienne pour comprendre les échanges entre la Grèce et l'Égypte pendant la période ptolémaïque. L'époque moderne a également été l'objet de quelques tentatives de reconstitution. On peut citer le parfum dit de Marie-Antoinette, le sillage de la reine, qui a été reconstitué par Francis Kurkdjian en 2005, à partir d'une recette du parfumeur parisien Jean-Louis Fargeon. Plus récemment, le projet Douraré, qui a engagé une collaboration avec l'Académie royale des sciences des Pays-Bas, et différents spécialistes comme l'historienne Ineke Huysmans. Et ce projet a abouti à la reconstitution d'un parfum du XVIIe siècle à partir d'une recette manuscrite rédigée par Constantin Huygens.
Ce parfum peut d'ailleurs être apprécié aujourd'hui lors d'expositions autour de Huygens qui sont organisées depuis ce printemps à La Haye. Donc ce ne sont là que quelques exemples à titre d'illustration pour souligner cet intérêt pour la reconstitution des parfums historiques. Mais ces projets se trouvent toujours confrontés à de nombreuses difficultés qui sont finalement toujours les mêmes, quelle que soit l'époque du parfum que l'on cherche à reconstituer. Globalement, les principaux problèmes auxquels on doit faire face sont de deux catégories. D'une part, tout ce qui touche à la question des matières premières, et d'autre part, tout ce qui concerne les outils et les techniques. Alors, autour des matières premières, les premières difficultés concernent la composition même du parfum. Jusqu'au XIXe siècle, un même parfum est décrit par les contemporains selon des recettes qui peuvent être extrêmement variables. Donc, selon les sources, la composition des recettes n'est pas la même. Donc, j'ai choisi un exemple d'un parfum du XVIIIe siècle, qui est une période que je connais le mieux. Donc, à cette époque, on trouve chez différents parfumeurs de l'eau sans pareil. Alors, quand on consulte l'ouvrage de Ferdinand Dejean, le traité raisonné de la distillation, qui est paru en 1753, on trouve dans cet ouvrage deux recettes différentes d'eau sans pareil. La première contient un mélange de 4 agrumes, du cédrat, de la bergamote, de l'orange et de la limette. En revanche, la deuxième recette comprend uniquement du citron. Et à la même époque, dans un autre ouvrage, celui d'Antoine Baumet, Les éléments de pharmacie, on trouve une autre recette d'eau sans pareil qui est encore différente des versions précédentes. Antoine Baumet mélange 3 agrumes, du cédrat, de la bergamote, du citron, avec du romarin. Donc ici, on est face à un premier problème, puisque une eau qui est identifiée par un nom précis, l'eau sans pareil, peut être composée de différentes manières. Donc cela signifie que le nom d'un parfum ne suffit pas à l'identifier précisément. Par conséquent, cela n'a pas de sens de dire que l'on a reconstitué l'eau sans pareil. La rigueur scientifique impose de dire que l'on a reconstitué une eau sans pareil et de préciser la source historique que l'on a utilisée. L'autre grande difficulté concerne la très grande imprécision des recettes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on parle davantage de recettes que de formules pour les parfums anciens. La description de la recette manque souvent de rigueur et de précision. Il est fréquent que la matière première ne soit pas indiquée avec suffisamment de détails. De plus, les sources ont tendance à ne pas indiquer non plus la partie même de la matière première qui doit être utilisée. Par exemple, lorsqu'on indique dans la recette qu'il faut de l'orange, faut-il utiliser l'écorce de l'orange, sa pulpe, le fruit en entier, mettre également les tiges? On l'ignore. Et on constate souvent le même flou sur les quantités des matières premières. La seconde catégorie d'obstacles regroupe tout ce qui touche aux techniques et aux ustensiles. En effet, la reconstitution de parfums anciens suppose de reproduire les mêmes techniques à l'aide d'outils similaires. Mais là aussi, les recettes ne précisent pas toujours les techniques qu'il faut mettre en œuvre. Donc les reconstitutions de parfums anciens se trouvent ainsi confrontées à des obstacles majeurs. Bien sûr, la reconstitution impose, dans la plupart des cas, une part d'interprétation dans le choix des matières premières, dans leur traitement ou encore dans les techniques à mettre en œuvre. Et cela est d'ailleurs normal, puisque une recette de parfum ancien n'aura jamais la précision d'une formule de parfumeur d'aujourd'hui. Or, cette part d'interprétation est extrêmement difficile à quantifier et également à exprimer vis-à-vis du public qui va avoir accès à cette reconstitution. Donc, outre les obstacles qui sont inhérents à la reconstitution même, il y a aussi un enjeu de lisibilité qu'il faut éclaircir. Donc, c'est à l'ensemble de ces questionnements que cette charte que je vous présente a vocation à répondre. Donc, venons-en à la charte. Cette charte constitue une sorte de guide, de fil conducteur qui met en avant les obstacles potentiels qui peuvent survenir tout au long de la reconstitution du parfum. Cette mise en avant permet aussi d'y répondre plus facilement puisque les obstacles sont désormais bien détectés. De plus, cette charte a également l'ambition d'afficher clairement vis-à-vis du public la part d'interprétation qui a été nécessaire dans la reconstitution du parfum et donc son degré de proximité avec l'original. Bien évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause la reconstitution du parfum telle qu'elle a pu être menée, mais de comprendre et d'exprimer ainsi les difficultés qui ont été rencontrées et la manière dont elles ont été dépassées.
Cette charte s'inscrit dans une démarche scientifique, au sens où elle décrit les différentes étapes à suivre et les questionnements à affronter, en se basant sur des critères objectifs. Elle est applicable à toute reconstitution de parfum, quelle que soit l'époque concernée. Enfin, cette charte que je vais vous présenter est une première ébauche et a vocation à être affinée, perfectionnée, critiquée même, bien sûr. Donc son principe est simple. Il s'agit de définir des critères précis qui entrent en jeu dans la reconstitution du parfum, pour ensuite donner à chacun d'eux une note qui permettra d'évaluer le degré de proximité du parfum reconstitué avec sa version d'origine. Alors tout d'abord, pour élaborer la charte, j'ai commencé par définir justement les critères. J'en ai distingué 7 qui sont répartis en 2 catégories, qui sont les 2 catégories que j'ai déjà soulignées, à savoir d'un côté tout ce qui concerne les matières premières et de l'autre ce qui a trait aux techniques et aux outils à employer. Pour chacun des critères, une question essentielle est à poser. Y a-t-il une forme d'interprétation qui doit être opérée pour réaliser la reconstitution ? Plus la part de l'interprétation est importante, plus cela entraîne une baisse dans la note qui va permettre d'évaluer le critère. Alors, je vais vous détailler les 7 critères en question. Donc, on commence par la première catégorie, les matières premières. Donc, le premier critère, la dénomination exacte de la matière première. Donc, pour une matière végétale, ce sera l'intitulé précis de l'espèce et de la variété. Même exigence pour une matière d'origine animale. Pour une matière synthétique, ce sera le nom exact de la molécule. Donc 3 situations peuvent alors se présenter. Lorsqu'on a connaissance du nom exact de la matière, on attribuera la note de 10, qui est la note maximale, et qui sera toujours, pour chaque critère, la note maximale. Lorsque le nom de la matière, on le connaît, mais qu'on ignore l'espèce ou la variété, on attribuera la note de 8. Par exemple, quand on consulte le manuel de Simon Barbe, donc le parfumeur français, dans de nombreuses recettes, il utilise des roses. Mais il est très fréquent qu'il ne précise pas quelle est la variété de roses qu'il faut utiliser. Donc il y a un certain flou. Donc à ce moment-là, on mettra la note de 8, puisqu'il y a un premier degré d'interprétation qui est nécessaire dans la reconstitution. Enfin, lorsqu'on a une mention très floue de la matière première et que l'interprétation est absolue, on mettra la note de 6. Donc bien sûr, cette même réflexion doit être menée pour chacune des matières premières qui composent le parfum. Ensuite, on établira la moyenne de ces notes, de l'ensemble des matières premières, pour obtenir une note unique qui représentera la valeur historique de la connaissance des matières premières que l'on a dans la reconstitution du parfum. Critère numéro 2, la matière première existe-t-elle toujours ? Les parfums, surtout les plus anciens, peuvent être composés d'ingrédients qui n'existent plus, ou tout du moins qui ne sont plus disponibles sur le marché, en raison de différentes réglementations actuelles ou en raison de leur coût de production qui est trop élevé. C'est le cas par exemple de certaines matières animales. Alors bien sûr, des institutions telles que l'Osmothèque, on l'a vu ce matin, ont la chance de conserver en réserve certaines matières, comme par exemple le castoreum, et peuvent les réutiliser dans leur reconstitution de parfums. Mais ce n'est pas le cas de toutes les institutions, et ces réserves ne sont pas inépuisables. Donc, face à cette situation, que va-t-il se passer ? Soit la matière existe toujours, et sera donc évidemment utilisée, elle obtient alors la note le plus élevée pour ce critère, donc un 10, ou alors la matière n'existe plus et doit être remplacée par une matière équivalente, la plus proche possible, la note à ce moment-là baissera à 6. Et comme pour le critère précédent, il faudra ensuite établir la moyenne des notes obtenues pour chacune des matières premières. Critère numéro 3, les indications sur la partie de la matière première à utiliser. Donc, comme je l'ai déjà évoqué dans la première partie, les recettes anciennes n'indiquent pas systématiquement quelle est la partie de la matière première qui doit être utilisée. Donc, pour les fleurs, par exemple, c'est très rare que l'on précise s'il faut utiliser les pétales ou la fleur dans son entier. Donc, à ce moment-là, si la partie de la matière à exploiter est indiquée avec précision, on mettra un 10. En revanche, s'il n'y a pas d'indication,
il faudra interpréter. Alors, si l'on peut disposer d'un élément de comparaison, d'un autre parfum qui a été réalisé à la même époque et dans lequel cette information est donnée, on pourra finalement faire la même chose, et à ce moment-là, on obtiendra une note de 8. Mais se fonder sur un élément de comparaison est extrêmement difficile et peut être extrêmement trompeur. À titre d'exemple, si l'on regarde dans l'ouvrage de Jean-Louis Fargeon, L'art du parfumeur, qu'il a publié au tout début du XIXe siècle, on relève plusieurs recettes d'eau de senteur dans lesquelles il utilise de l'angélique. Dans l'eau de mélisse, il indique qu'il faut utiliser seulement les côtes de l'angélique et ne pas conserver ses feuilles, ni ses graines, ni sa racine. Mais en revanche, dans l'eau vulnéraire, il utilise à l'inverse les feuilles de l'angélique. Donc on voit bien qu'ici, on aurait eu tort de se baser sur une recette pour en déduire ce qu'il aurait fallu faire pour l'autre. Donc c'est pour ça que la comparaison sur un équivalent est quelque chose d'extrêmement délicat. Et si l'on n'a pas d'indication et pas d'élément de comparaison disponible, et que donc l'interprétation est totale, la note sera abaissée à 6. À nouveau, on établira la moyenne pour l'ensemble des matières premières concernées. Donc ces trois premiers critères, le nom exact de la matière première, la possibilité de l'utiliser si elle est toujours disponible, et les précisions nécessaires sur la partie de la matière première qu'il faut exploiter, recouvrent l'ensemble des difficultés qui concernent les matières premières. Maintenant, on en arrive à la seconde catégorie, autour des techniques à mettre en œuvre, et donc dans cette catégorie, on aura 4 critères. Alors le critère numéro 4, ce sont les proportions des ingrédients. Les recettes anciennes ne mentionnent pas systématiquement les quantités de chacun des ingrédients. À nouveau, si on regarde dans le manuel de Simon Barbe, par exemple, pour son eau de thym, il indique qu'il faut utiliser 2 poignées de thym. Bon, ça reste assez vague. De même, dans sa recette de l'eau d'ange bouillie, il indique 2 citrons coupés en 4, 2 ou 3 morceaux de calamus. Donc on comprend bien que les quantités sont plus indicatives que précises, et même lorsque les quantités sont exprimées en poids, elles n'ont évidemment pas la précision d'une formule d'aujourd'hui. Simon Barbe va utiliser la livre, ou alors, le plus souvent, il va recourir à l'once. Alors, une once, ça correspond environ à 30 grammes. Finalement, c'est la mesure la plus précise que l'on peut trouver dans ces recettes. Alors, parfois, il essaye d'affiner en parlant de demi-once ou de quart de once, mais on comprend bien que la quantité ne présente pas la même précision qu'on l'aurait aujourd'hui dans une formule de parfum. Ce qui exclut nécessairement de pouvoir reproduire avec exactitude les proportions des ingrédients pour la reconstitution de ce type de parfum. Donc sur ce critère, si la quantité est connue avec exactitude, on mettra évidemment la note maximale, donc un 10. Si la quantité est indiquée de manière floue, on mettra un 8. Donc quand je dis flou, c'est l'exemple de 2 poignées de thym, ça reste quand même assez flou. Si la quantité n'est absolument pas précisée et que l'interprétation est totale, on mettra un 6. Et à nouveau, s'il y a plusieurs matières premières, il faudra évidemment établir la note moyenne sur ce critère. Critère numéro 5, les procédés utilisés. Ce critère regroupe l'ensemble des gestes à exécuter pour la fabrication du parfum et des techniques à respecter. Là aussi, certaines recettes restent évasives. Par exemple, j'ai trouvé dans un carnet d'un parfumeur parisien du XVIIIe siècle, dans lequel il a écrit ses recettes, à la recette de l'eau d'anis, il nous indique qu'il faut laisser infuser 1 livre d'anis dans 4 à 5 pintes d'eau de vie pendant longtemps au soleil. Alors ici, évidemment, le temps d'infusion n'est absolument pas clair. Donc sur ce critère, si l'ensemble des techniques sont très bien indiquées, on pourra mettre un 10. Si certaines techniques sont précisées, mais pas toutes, et donc qu'une forme d'interprétation est nécessaire, on mettra un 8. Et enfin, si aucune technique n'est indiquée et que tout est à interpréter, on mettra un 6. Critère numéro 6, les outils et les instruments. L'expérience de la reconstitution de parfums historiques, et je l'ai dit dans la première partie, suppose d'utiliser des outils similaires. Prenons l'exemple de l'alambic. Au XVIIIe siècle, il existe près d'une dizaine d'alambics qui diffèrent par leur forme ou par leur matière. L'alambic pouvait être en terre, en verre, en cuivre ou encore en fer blanc. Or, le choix de l'alambic peut avoir une incidence, même si elle reste infime,
cela peut avoir une incidence sur le résultat olfactif. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, plusieurs contemporains déconseillent très fortement l'utilisation de l'alambic de cuivre. Selon certains, il corrompt les liquides qui stagnent à l'intérieur et il apporte une odeur de brûlé, finalement. Simon Barbe, par exemple, lui, recommande l'alambic de verre. D'autres, au contraire, préfèrent l'alambic de fer blanc. Donc pour ce critère, si les outils sont connus, on mettra la note de 10. S'ils sont en partie connus, mais qu'il est nécessaire d'interpréter les instruments manquants, on mettra un 8. Et enfin, si aucun outil ou aucun ustensile n'est connu et que l'ensemble repose sur une interprétation totale, on mettra la note la plus basse, donc un 6. Critère numéro 7, donc le dernier critère, les outils sont-ils similaires ? Donc ce dernier critère vise à évaluer le respect des instruments originels, qui ont été déjà mis en valeur dans le critère précédent. Même si on sait précisément quels étaient les instruments qui étaient utilisés à l'époque, cela ne signifie pas pour autant qu'on a pu reproduire le parfum dans les mêmes conditions. Donc sur ce critère, si tous les outils sont identiques, on mettra un 10. Si une partie des outils sont identiques seulement, mais que d'autres doivent être remplacés, on mettra un 8. Et enfin, si aucun outil n'est identique et que tous sont à remplacer, on mettra un 6. À partir de l'ensemble de ces 7 critères, on obtient une note totale qui peut donc se monter au maximum à 70, puisque donc chaque critère peut obtenir la note maximale de 10. Bien sûr, aucune reconstitution ne pourra atteindre cette note maximale, qui représente finalement un idéal, un absolu. Mais le résultat permettra d'évaluer le degré de proximité historique de la reconstitution par rapport à son modèle original. Alors, pour conclure, cette charte scientifique permet d'ouvrir la réflexion sur la reconstitution des parfums anciens, des parfums historiques. Elle vise à souligner les très nombreux obstacles qui se présentent tout au long d'une reconstitution. Pour chacun d'eux, on l'a vu, différentes solutions sont possibles. L'évaluation de chaque critère pour aboutir au final à une note globale n'a pas pour objectif de formuler un jugement de valeur sur le plan olfactif, mais d'exprimer ainsi le degré de proximité historique de la reconstitution par rapport à l'original, et donc de donner une information capitale au public qui est jusqu'à quel point la reconstitution est fidèle à l'original. Je vous remercie.